Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. C'était un procès très attendu qui devait s'ouvrir ce matin devant les assises du Rhône, celui du meurtre d'un détenu abattu dans la cour de sa prison par un sniper en 2008. Un assassinat commandité dans le cadre de la guerre des gangs à Grenoble. Mais le principal accusé a mis fin à ses jours la nuit dernière en prison. Le procès a donc été reporté. 3 individus dont le commanditaire présumé restent poursuivis dans cette affaire d'un genre inédit. Un grillage dissuasif avec une zone de protection. C'est le principal dispositif de sécurité installé après le meurtre. Le tireur était posté sur la colline qui domine la prison. À 300 mètres, avec un fusil à lunettes, il a tué un détenu, Sgaïr Lamiri, qui se trouvait dans la cour de la prison. Un crime spectaculaire qui reste largement incompréhensible pour les parents de la victime. Ils pensaient, légitimement je crois, que leur fils ou leur frère, dans une enceinte que je qualifierais de républicaine, était nécessairement protégé de ce type d'attaque. C'est pas le cas. Donc ils sont dans l'incompréhension totale parce qu'ils ne comprennent pas comment cela a pu survenir. 28 septembre 2008, stupeur des gardiens et mutinerie des prisonniers, avec un incendie. C'est la première fois en France qu'un tel meurtre survient dans une prison. Le ministre de la Justice, Rachida Dati, se rend sur place le soir même. L'enquête aussi est rondement menée. Le tireur présumé est un ancien braqueur multirécidiviste. Il aurait agi pour un commanditaire, un jeune homme qui serait impliqué dans la guerre des gangs de Grenoble. Selon les enquêteurs, la fusillade de la prison de Vars est l'épilogue de la série de règlements de compte perpétrés en 2007 et 2008. Vengeance, rivalité dans le trafic de drogue, 10 morts en moins de 2 ans. Autre procès devant les assises du Rhône à Lyon, celui de Guylaine Colobert, une femme de 53 ans accusée d'avoir battu et assassiné son compagnon avant de dissimuler son corps dans un congélateur. Les jurés l'ont condamnée hier à 10 années de prison ferme, une peine jugée plutôt clémente par les proches de la victime. Les parties civiles, la famille, vous imaginez bien, a tendance à se dire « Mon père est mort ». Mon ex-mari est mort, mon grand-père est mort, il a été tué par cette dame et dans 4 ans, 5 ans, elle sera dehors et lui sera toujours mort. Donc c'est pour ça que c'est difficile à appréhender les années de prison. L'avocat général avait pour sa part requis 12 années de prison dans ce dossier très particulier de violence conjugale envers un homme ayant abouti à sa mort. À Béziers, grosse inquiétude dans une école maternelle de la ville après que des tirs de pistolet à plomb aient visé hier matin le bâtiment. Une aide maternelle a même été prise pour cible. L'établissement a dû être évacué, mais le ou les coupables courent toujours. Voilà, il y a eu des impacts ici. Une dizaine d'impacts de balles en plomb provenant d'un pistolet à gaz. Il est 10h30 quand un groupe de jeunes prend pour cible le mur et la fenêtre de cette école maternelle. C'est une ASEM qui elle est sortie pour aller récupérer quelque chose dans la voiture, qui justement a été là au moment où il y a eu ces impacts. Donc cette ASEM a eu vraiment très peur. Les 14 enseignants et ATSEM ont immédiatement fait valoir leur droit de retrait. Les parents, prévenus en fin de matinée, ont récupéré les enfants tout au long de la journée. Mais ce n'est pas le premier incident qui se produit autour de cette école. Là, on est bien au-delà des incivilités. Savoir que tirer sur une école quand il y a des enfants dedans, ça rappelle des événements tragiques, récents, qui font que bon, on se pose quand même beaucoup de questions, quoi. Les enquêteurs ont retrouvé l'arme à proximité de l'école, un peu de drogue et un sac volé. Aucune interpellation pour l'instant, mais le groupe de jeunes est connu des services de police. Une enquête a été ouverte pour dégradation de biens publics. Des parents d'élèves ont d'ores et déjà décidé de manifester. Les 2 suspects malgaches, interpellés par la police locale, auraient avoué les meurtres des 2 Français, Johanna Delahaye et Gérald Fontaine. Ce sont des effets personnels des victimes découverts à leur domicile qui ont permis de les confondre. C'est vrai qu'on est vraiment soulagé de la rapidité que ça se fait. Maintenant, il faut attendre quand même la suite, parce qu'ils se sont accusés, mais bon, peut-être attendre les faits, des preuves, ainsi de suite. Donc on va laisser faire correctement les autorités malgaches faire leur travail avec les autorités françaises. Les proches des 2 victimes originaires du Boulonnais veulent encore savoir ce qui a motivé ce double assassinat.
Le geste est assez rare pour être souligné. Michel Alvax, un volcanologue connu pour son engagement en faveur de la région des Grands Lacs, a décidé de renvoyer sa Légion d'honneur reçue des mains de l'État français, un État dont il dénonce les choix économiques et stratégiques. Ce devait être la plus grande œuvre de sa carrière. Michel Alvax voulait exploiter le gaz contenu dans le fond du lac Kivu, au Rwanda. Ce méthane, très abondant, pourrait fournir de l'énergie à ce pays pendant 150 ans. Michel Alvax sait comment l'extraire, il sait aussi comment l'exploiter. Sur place, il a déjà construit une centrale électrique. Entrepreneur français à l'étranger, il a sollicité l'aide des services de l'État pour finaliser ce projet, mais sans succès. Ils nous ont tout de suite dit, vous êtes une petite société de 8 personnes et nous on n'aide que les grosses sociétés. Et ils nous ont dit, associez-vous avec Gaz de France, avec Bouygues, avec Total, avec Technip, etc. Et là, alors là, l'argent il arrivera. Écœuré, Michel Alvax a renvoyé sa Légion d'honneur. Pour ce volcanologue reconnu, ce n'est pas qu'une question de business, mais aussi un enjeu humanitaire. Car en plus du méthane, le lac Kivu contient du gaz carbonique, une substance mortelle qui peut exploser et remonter à la surface. 2 millions de personnes seraient exposées à ce risque dans la région. C'est très intéressant de mener de front un objectif qui est économique, d'aider le Rwanda sur le plan énergétique et sur la République démocratique du Congo, les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, et en même temps d'éliminer complètement ce risque. Les arguments n'ont pas convaincu l'État français, mais les hommes d'affaires, eux, se sont laissés séduire. Récemment, une entreprise américaine s'est lancée dans l'exploitation du méthane du Kivu. Elle a investi 140 millions de dollars au Rwanda. Pour finaliser son projet, Michel Alvax avait besoin de 800 000 euros. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter et les professionnels, dont la voiture est l'outil de travail, doivent s'adapter. C'est le cas notamment des boulangers qui ont quasiment cessé de faire des tournées dans les campagnes. Certains continuent tout de même, mais sans doute plus pour très longtemps. 9h du matin, Rose termine de charger sa camionnette. Le moment de faire le point avant de partir pour la tournée. 70 pains pour l'instant, 60 baguettes et tous les spéciaux. 31 ans qu'elle exerce le métier, mais pour combien de temps encore? Car à la pompe, le prix du gasoil n'a cessé de grimper ces 15 dernières années, et encore plus ces derniers mois. À raison de 250 km par semaine, la facture d'essence a augmenté bien plus vite que le prix du pain. Budget carburant, plus de 200 € par mois. Rose continue néanmoins de distribuer la production de son patron. Apporteuse de pain. Un pain vendu 1 € en boutique est proposé en moyenne 5 centimes de plus sur la tournée, sauf qu'il devrait être vendu au moins 30 centimes plus cher. Pourtant, Rose ne lâcherait son métier pour rien au monde. C'est génial, on est bien dehors. Et votre travail, c'est pas que vendre du pain au final? Non, il y a une relation avec le client aussi. Pour l'instant, son patron a choisi de conserver la tournée pour maintenir du lien social. Si on coupait, si on enlevait les tournées, et les gens dans les campagnes, ils n'auraient plus personne pour livrer le pain. Donc on continue. Il y a 15 ans, son confrère boulanger à Rouillé avait 2 tournées par jour. Aujourd'hui, le camion est au garage. Il ne sert plus que pour les marchés et les livraisons spéciales. Il a abandonné les tournées sur les conseils de sa comptable. Sa femme se souvient. Merci Madame Minot. Quand vous prenez une affaire, effectivement, il y a des choses qui se calculent. Il faut anticiper. Parce que si je n'avais pas anticipé aujourd'hui, je ne serais peut-être même plus là. Le coût de l'essence les a certes contraints à réduire la voilure, mais les augmentations du prix de la farine aussi. Alors, vous cherchez dans quoi? Vous êtes électricienne, d'accord. Alors que les chiffres du chômage viennent de tomber, avec une hausse pour le 11e mois consécutif, tous les moyens sont bons pour trouver un emploi. À Forbach, dans le bassin houillé, où le taux de chômage s'élève à 12%, un job dating a permis de réunir demandeurs d'emploi et entreprises qui recrutent. 177 postes étaient à pourvoir. Ça permet de rencontrer les entreprises elles-mêmes qui nous conseillent, qui nous disent exactement ce qu'elles recherchent. Du côté des entreprises, c'est surtout l'industrie qui est représentée, un secteur qui a de plus en plus de mal à trouver des candidats qualifiés. Les nombreuses fermetures d'usines y sont sans doute pour quelque chose. L'hiver joue les prolongations dans les Vosges où il a encore neigé à quelques jours du mois de mai. Les services départementaux ont dû ressortir les déneigeuses pour dégager la route des crêtes, totalement ensevelie sous un épais manteau blanc.
La difficulté, c'est de retrouver la route. Étant donné la quantité de neige qu'il peut y avoir, on n'a plus trop de repères, à part comme là le panneau ou un peu les bordures. Donc il faut éviter les cailloux, les éboulis qu'il y a eu au cours de l'hiver, et puis les arbres qui seraient tombés. Malgré les apparences, l'hiver a été beaucoup plus clément que les autres années dans le département. Le déneigement devrait s'achever aujourd'hui pour une réouverture de la route des Crêtes prévue mardi prochain, le 1er mai. Le mauvais temps ne sévit pas que dans les Vosges, mais un peu partout en France. Dans de nombreuses régions, comme ici dans le Nord, la pluie est tombée 2 fois plus qu'un mois d'avril normal, un record depuis 60 ans. Une situation pénalisante pour les professionnels du tourisme, notamment les campings, comme ici et dans le Pas-de-Calais, où de nombreux clients ont annulé leur séjour. Quant à ceux qui sont quand même venus, comme ces touristes allemands, il faut s'adapter. On mange des choses chaudes, des plats chauds et on boit des boissons chaudes. Autre professionnel à faire les frais du printemps pourri, les agriculteurs. Dans les Landes, premier département de la production d'asperges, la récolte est en chute libre, les producteurs font grise mine. Un tiers d'asperges en moins. Depuis 10 jours, l'exploitation de Christophe Pailleug tourne au ralenti. Avec ce temps froid et pluvieux, l'asperge se ramasse au compte-gouttes, du jamais vu pour cet agriculteur. Ça va paraître difficile d'atteindre les objectifs de tonnage que l'on s'était donné. Moi, pour ma part, j'avais à peu près 200 tonnes de prévision. Je pense que je serai plutôt à 180 tonnes. 2 fois plus de précipitations que lors d'un mois d'avril habituel, des températures largement en dessous des normales saisonnières, un cocktail qui freine la pousse des asperges des sables. Face aux intempéries, l'agriculteur a dû s'adapter. Il a réduit d'un quart le nombre de ses employés saisonniers. On est obligé de mettre les vêtements de pluie. On transpire, puis on est mouillé quand on finit, et oui, on a froid, on a tout. Dernière conséquence inattendue de ce mois d'avril pourri, les gourmets se détournent de la consommation d'asperges. Plus que jamais, les producteurs attendent avec impatience le retour du printemps. C'est la magie de la Coupe de France. Quevilly, petit club de national, affrontera Lyon demain soir en finale au Stade de France. Avant de jouer le match de sa vie, l'équipe normande s'est installée à Clairefontaine, la résidence habituelle des Bleus, pour préparer la rencontre. Un lieu mythique où plane l'ombre des champions du monde de 98. Le lieu est chargé de symboles, rempli de petites et de grandes histoires. Et l'image est presque surréaliste. Celle du bus Quevilly arrivant devant le château de l'équipe de France. Clairefontaine, l'antre des Bleus, est devenu pour une trentaine d'heures le refuge des jaunes et noirs. On a vu des vidéos forcément, mais ouais, ça fait plaisir de pouvoir entrer à l'intérieur et de pouvoir profiter du complexe. Il ne faut pas oublier, c'est quand même l'histoire de la France. La Coupe du Monde 98, l'équipe de France qui prend possession de ce magnifique château. Cette fois-ci, c'est nous qui allons marcher, qui allons monter ces marches et prendre possession du lieu. Il y a un jeune de Quevilly. Allez, ma gueule. À l'intérieur, les photos des plus grands joueurs tricolores. Du salon Aimé Jacquet au salon Juste Fontaine, tout n'est ici que luxe, calme et volupté. Chacun immortalise le moment. Carpe diem, autour d'une table de billard. On visite, en fait, c'est presque un musée. C'est la classe. Poursuivons nous aussi la visite. Voici le couloir qui mène aux chambres. Chacune porte le nom d'un champion du monde 98. Le gardien de but Issa Koulibaly dormira cette nuit dans le lit occupé autrefois par Vicente Lizarazu. Si on m'avait dit il y a quelques années tu passerais à Clairefontaine, voilà, j'y aurais jamais cru et voilà, aujourd'hui c'est chose faite et voilà, c'est bien pour moi, le club et l'US Quevilly. Clairefontaine, une bulle dans un tourbillon médiatique vécu depuis 15 jours par l'US Quevilly. L'heure est désormais à la concentration. Tout à l'heure on en a parlé un petit peu déjà ensemble. Voilà, on va commencer à rentrer vraiment dans notre match parce qu'il va falloir y penser avec toutes ces sollicitations. Ça commence à devenir lourd et pas possible. À milieu des terrains d'entraînement de Grand Couronne, le groupe a pu fouler la moquette du Centre Technique National pour une séance de 50 minutes. Quevilly est enfin entré de plein pied dans sa finale. Tous les rêves sont désormais possibles. The Aerial, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ces 4 garçons dans le vent rêvent de conquérir la planète avec leur électropop aérienne. Ils ont déjà fait décoller hier soir les spectateurs du Printemps de Bourges, invités à les découvrir en avant-première. Hold up.
Je suis Joe de The Aerial. Je joue à la batterie et je m'appelle Alexis. Salut, je m'appelle Nicolas et je joue de la basse dans The Aerial. Salut, moi c'est Antoine et je suis guitariste. Ils sont 3 Lorrains et un gars de Liverpool pour casser la voix. Le groupe se produit en association car c'est avant tout un truc de potes. Ils sont partis pour faire bien. Ils vont se produire sur l'une des plus grandes scènes dans les découvertes du Printemps de Bourg. J'ai rencontré à la fac mon prof d'anglais, Joe, qui venait de Liverpool. On cherchait un chanteur, je lui ai demandé, je lui ai envoyé un mail en lui disant « Salut, t'as l'air cool, est-ce que tu veux chanter dans mon groupe ?» On mélange les styles hip-hop, le new wave des années 80, surtout britannique, mais anti-French touch aussi. Il va falloir convaincre, l'enjeu est de taille, mais ils sont motivés et iront jusqu'au bout. Le but, ça serait de professionnaliser encore plus ce groupe-là et d'essayer d'aller le plus loin possible. On aimerait bien aller jouer en Chine, partir un petit peu de la France, sortir de la région. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va. Presque en haut de l'affiche, les 4 garçons vont se mesurer à une trentaine de groupes. Tout de suite, votre édition des initiatives.